Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, encore une fois, bonjour et merci de suivre votre émission Objection qui reçoit ce dimanche Jean-Louis Correa. Monsieur Correa, bonjour, c'est un plaisir de vous accueillir à l'émission Objection. Merci d'avoir bien voulu accepter notre invitation. C'est moi qui vous remercie, Monsieur Gabe. Merci de m'avoir invité à cette grande émission politique de débat, grande émission sénégalaise. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Louis Correa. Alors, avait-il alerté, sont-ils surpris par les événements qui ont occasionné plus d'une dizaine de morts et des blessés? Journée de deuil, le Sénégal s'est bien distingué, à tort ou à raison, notre invité nous dira. Mais notre invité fait surtout partie des 100 universitaires qui avaient publié un manifeste quelques jours avant l'éclatement de ces émeutes. Alors, oui, Jean-Louis Correa, pour vous présenter à nos auditeurs, vous êtes agrégé des facultés de droit, directeur du pôle sciences économiques, juridiques de l'administration université virtuelle du Sénégal, c'est cela? Oui, c'est bien cela. Alors Jean-Louis Correa, en parlant du manifeste publié par les 100 universitaires dont vous en êtes un, alors au finish, avez-vous été surpris par ces émeutes? Oui, merci beaucoup de votre invitation. C'est, comme je disais tout de suite, c'est un plaisir d'être là dans cette grande émission qui nous a vraiment, en tant qu'étudiants d'abord, qui était une fierté d'écouter cette émission. Et donc, je me réjouis d'être là aujourd'hui dans les studios de Sud FM pour justement participer à cette émission qui elle-même participe justement à l'éveil des consciences, à l'éducation de façon générale et à la facilitation du débat, qui, comme on le verra tout à l'heure, un débat qui, dans cet espace politique, pose de plus en plus de problèmes. Et c'est justement dans ce cadre-là que nous, universitaires, nous avons estimé qu'il fallait, sur certaines questions qui touchaient la société, parce qu'à un certain moment, on a l'impression que la société, dans ses fondements, est en train de tanguer, et il faut, dans des situations pareilles, que les universitaires nantillent de l'éloignement que leur procure leur situation de retrait, parce qu'en principe l'universitaire doit être suffisamment en retrait pour pouvoir observer la société, mais également la loi nous permet les franchises universitaires, c'est-à-dire d'avoir cette indépendance, cette liberté et cette objectivité, cette autonomie d'esprit qui nous permet justement, avec toutes ces garanties-là, de pouvoir faire des constats que l'on veut objectifs sur la société et sur cette question-là d'état de droit, de compétition politique, de compétition électorale qui crispe la société actuellement. Il nous a semblé qu'il était important que des universitaires, ce n'est qu'un échantillon sans deux, puissent se retrouver et dire et assumer le rôle de vigie dans la société. De vigie dans la société, oui, mais avec ces événements, quelle a été votre réaction? Publication, quelques jours après, éclatement d'émeutes au Sénégal. Constat. En fait, nous n'aurions jamais souhaité avoir raison sur la société. Le rôle de vigie, c'est de dire attention, nous allons droit vers le mur, il faut que nous nous ressaisissions pour ne pas arriver au mur. Donc ce manifeste était une alerte? C'était une alerte, c'était une prémonition. Malheureusement, les faits donnent raison. Lorsque le manifeste est sorti, beaucoup de personnes ont estimé que c'était des encagoulés, des politiciens, des syndicalistes, etc., des gens qui étaient en mal de tribune. Que nenni? Du tout, absolument pas, absolument pas. Il s'agit d'abord et avant tout, en toute objectivité et en toute transparence, de lire des événements politiques, mais surtout des événements sociaux, et d'appeler les différents acteurs à assumer les responsabilités qu'ils doivent assumer pour justement éviter au pays d'aller dans le... Un acte face à l'histoire. Peut-être, parce que certains en étaient arrivés peut-être également à douter de l'existence dans ce pays de véritables intellectuels. C'est pourquoi, sur la question de la citation de Cheikh Anta Diop, certains ont très mal vécu le rappel aux idéaux de Cheikh Anta Diop, qui a été le principal inspirateur
de tous les grands intellectuels sénégalais qui se sont battus depuis des années pour une justice sociale, pour un état de droit, et donc voir des universitaires maintenant rappeler les idéaux et les enseignements de Cheikh Anta Diop, cela... Quel est le rapport? Le rapport, c'est que certaines élites, certains intellectuels se sont départis des enseignements et se sont départis des des enseignements de Cheikh Anta Diop. Voir maintenant d'autres personnes leur rappeler ces enseignements, cela les met tout à fait en face de leur inconséquence. Cela les met tout à fait en face de leur inconséquence. Mais lorsqu'en 1979, Cheikh Anta Diop faisait cette déclaration en disant « J'appelle les intellectuels à se lever parce que ce que je suis en train de vivre devant la Cour suprême, caché derrière le droit et derrière la loi, c'est une parfaite injustice et les intellectuels ne doivent pas se taire. » Et c'est cette invite que Cheikh Anta Diop faisait, que nous-mêmes nous rappelons, parce qu'à y voir de plus clair, Bayoumi, entre 1979 et maintenant, il n'y a pas grand-chose qui a changé dans l'indépendance de la justice, dans la capacité du pouvoir politique à à manipuler la justice et à être un acteur premier dans l'organisation judiciaire de la compétition électorale. Et c'est ce que Cheikh Anta Diop décriait. Et donc, une chose, c'est les intellectuels, quelle est leur place dans la société. Quand il y a une injustice, est-ce que les intellectuels doivent se taire? Cheikh Anta Diop le disait et nous le rappelons. Deuxième chose, est-ce qu'on doit utiliser la loi pour cacher des injustices électorales, des injustices sociales, démocratiques? Cheikh Anta Diop le rappelait et nous le rappelons dans ce manifeste. Oui, le constat, il a été fait par justement les centres universitaires, mais non seulement ce constat a été fait, mais la suite, vous l'avez vécu. Mais aujourd'hui, vous avez parlé d'objectifs de justice et d'équité aujourd'hui. Si vous aviez à tirer un bilan du régime de Macky Sall jusqu'ici, sous l'angle de la justice, des droits de justice, que devons-nous retenir? Nous n'avons pas malheureusement fait des avancées significatives. Nous avons été, en tout cas pour une grande partie de nous tous Sénégalais, nous avons vécu avec beaucoup d'espoir le passage du régime du président Macky Sall, du président Wade au président Macky Sall, avec beaucoup d'espoir, avec des slogans, la patrie avant le parti, etc. Donc beaucoup de slogans qui ont fait naître beaucoup d'espoir. Mais à la pratique, on s'est rendu compte que la compétition politique a pris le dessus justement sur la patrie, sur les objectifs d'état de droit et sur les principes. Le caractère partisan. Le caractère partisan. Et c'est cela malheureusement qui fait que sur ces questions-là qui nous occupent, c'est-à-dire l'état de droit, sur la primauté de la règle de droit, sur toutes ces questions-là, on n'a pas le sentiment, on n'a pas l'impression que des avancées singulières, particulières aient été faites. Où se situe le problème? Le problème se situe dans une hyper-politisation de la société sénégalaise. C'est vrai, on dit politisez-vous. C'est important que l'on se politise. Mais je parle ici de la politique politicienne. De la politique politicienne qui fait que l'administration sénégalaise, qui, quoi qu'on puisse dire, sous Abdou Diouf, on a pu lui reprocher d'être quelque peu partisane, également un peu sur Abdoulaye Wade. Mais l'administration sénégalaise a toujours pu quand même s'assurer une certaine marge de manœuvre dans son fonctionnement et dans le respect et dans la mise en œuvre de règles juridiques qui ne sont pas le fait du pouvoir politique. Mais regardez maintenant ce qui se passe dans l'administration. Même jusqu'au niveau de ce qu'on appelle les DAGE dans les ministères, tous les directeurs dans les ministères sont encartés. Cela est un fait inédit dans l'histoire politique du Sénégal. Tous les directeurs sont encartés. Les plus petits directeurs dans les ministères sont encartés. Cela pose un problème d'autonomie, d'abord de l'administration. Quelle marge de manœuvre l'administration a pour justement assurer les transitions politiques, pour ne pas justement être à la merci des desseins et des objectifs purement politiciens. Éviter d'être inféodé. Éviter d'être inféodé. Et
je pense que l'une des principales difficultés avec le régime du président Macky Sall, c'est que l'administration qui avait cette neutralité, qui avait cette expertise, l'administration n'a plus cette neutralité. L'administration n'a plus cette expertise. Parce que au lieu de nommer les gens qu'il faut à la place qu'il faut, on va leur préférer des gens qui ont la carte du parti, qui ont la carte des partis alliés, etc., pour amener ces gens justement au détriment de l'expertise. Au détriment de l'expertise. Oui, mais aujourd'hui, ce qui était parti comme devant être un dossier privé, civil, est devenu finalement une affaire d'État. Oui, se pose la problématique de non seulement l'indépendance de la justice, mais de la confiance et de la perception de l'opinion face à cette même justice. Pour quelles conséquences, selon vous? Vous avez parfaitement raison. En fait, certaines perceptions sont plus réelles que la réalité elle-même. On en arrive à des situations où la perception prend le pas sur la réalité. On en arrive à des situations où l'image que se font les gens, la population de façon générale, est plus tenace et plus réelle que ce qui se passe. Il y a des problèmes de communication, il y a des problèmes de surmédiatisation de certains phénomènes, etc. Mais toujours est-il qu'un événement qui aurait dû passer pour un événement purement privé est considéré comme étant un événement, une situation qui, justement, cherche à éliminer un adversaire politique, à, en tout cas, manipuler des règles juridiques en vue d'une compétition électorale. Les précédents qu'il y a eu renforcent cette conception. Ah oui? Les précédents, c'est la situation de Karim Meïssa Wade. Les précédents, c'est la situation de Khalifa Ababacar Sall, qui font que, avec la nouvelle situation de Ousmane Sonko, certaines personnes vont dire, même si on ne sait pas s'il a fait ou pas, mais on subodore qu'il y a un parfum de complot. Personne ne sait est-ce qu'il y a complot ou pas. Mais ce que l'on sait, c'est qu'il y a eu par moment des tentatives d'utilisation des règles juridiques à l'effet d'éliminer des adversaires politiques. Et ça pose problème. Comment en est-on arrivé là finalement, Jean-Louis Correa? On en est arrivé là par l'incapacité de certaines personnes qui ont un rôle de garde-fou à assumer leurs responsabilités de garde-fou. Parce que la justice ne date pas de maintenant au Sénégal avec d'éminents magistrats, d'éminents juges, qu'on soit arrivé au point que voilà, il se pose un doute, un manque de confiance. Je dois dire que oui. Lorsque l'on dit la justice, c'est moins les juges du siège oui. que le parquet qui pose problème. C'est quoi? Qui pose problème. C'est plus le parquet qui pose problème. En quoi? On le dit tout le temps, c'est cette relation ombilicale qui existe entre le parquet et la chancellerie et le ministère de la Justice, qui fait que le ministère de la Justice, lui-même étant sous les ordres, le ministère de la Justice sous les ordres du président de la République, le président de la République a la possibilité, sur certains dossiers, d'agir. Je dois dire que contrairement à ce que beaucoup ont dénoncé quand le président disait « oui, certains dossiers, je peux les mettre sous le coude, etc. » Je ne suis pas choqué par cela, à titre personnel, parce que dans un contexte africain, sénégalais, il est bon, par moment, que le chef de l'État ait la possibilité, sur certains dossiers, d'arrêter les poursuites, etc., pour la paix sociale. Par contre, si le président lui-même se reconnaît ce pouvoir, qui peut être une bonne chose dans certaines situations, il faut qu'il n'y ait pas de distinction entre qui va bénéficier de ce pouvoir et qui n'en bénéficie pas. Parce que le procureur de la République, il est le maître des poursuites. Le procureur décide de poursuivre ou de ne pas poursuivre. Donc, quand, du point de vue de la politique pénale, lorsque les autorités politiques, gouvernementales, lui disent de ne pas poursuivre, on est dans toujours cette possibilité-là, ce droit qui est laissé au procureur de poursuivre ou de ne pas poursuivre. Par contre, il y a des faits, comme des faits de viol, sur lesquels, si vous demandez un peu dans la pratique, dans la politique pénale, il est très rare, voire presque jamais, où vous allez voir un procureur décider de ne pas poursuivre suite à une plainte pour viol. Vous supposez qu'il a été trop présent dans ce dossier? Je trouve que, premièrement,
le procureur a été trop présent. Deuxièmement, il y a une trop grande précipitation dans cette affaire. Je ne comprends pas. À quelle fin? Je ne sais pas. Je ne comprends pas deux choses. Pourquoi saisir le juge d'instruction pour X et dans le même temps, on demande au ministre de la Justice de saisir l'Assemblée nationale pour lever l'immunité parlementaire de Ousmane Sonko. Pourquoi cette précipitation? On aurait pu tout simplement attendre que l'Assemblée nationale lève l'immunité parlementaire. Une fois que cette immunité est levée, on saisit le juge d'instruction pour justement instruire à charge et à décharge pour un fait de viol reproché à Ousmane Sonko. Et le désistement du 8e cabinet, du juge du 8e cabinet, vous inspire quoi? Vous savez, souvent on parle de l'indépendance de la justice, mais il y a un critère fondamental sur lequel on ne met pas souvent l'accent, c'est la sérénité de la justice. Souvent, la justice n'est pas sereine. La justice n'est pas sereine, pourquoi? Parce que avant, on parlait beaucoup de la presse comme quatrième pouvoir. C'est ça. Beaucoup de journalistes faisaient même l'instruction à charge ou à décharge de certains dossiers. Mais maintenant, ce n'est plus seulement la presse quatrième pouvoir, ce sont les réseaux sociaux, les médias sociaux qui font que le juge, la justice de façon générale, n'a plus cette sérénité-là pour juger les dossiers. Je pense que dans cette affaire, le juge démissionnaire a manqué de sérénité et ce qui a fait qu'il n'a pas pu aller au bout de l'affaire et a préféré se désister. Oui, alors, si nous quittons la justice sur un terrain beaucoup plus social, c'est-à-dire vous avez suivi les émeutes, le constat qui a été fait et les images qui ont été montrées à travers le monde, aujourd'hui, le problème de fond, c'est quoi finalement, avant l'éclatement de ces émeutes, les émeutes en soi et l'image justement qui a été servie? Vous renseignez quoi finalement? Je pense que il y a une grande importance pour... Ne serait-ce que sur la forme. Il y a, sur la forme, il y a une nécessité pour les acteurs politiques de mesurer l'importance de leur discours politique. Il me semble que un certain nombre de discours politiques ont été le terreau fertile à l'explosion de violence que nous avons vue. Je disais à quelqu'un, lorsqu'un policier vous dit dégage, vous ne dégagez pas, c'est la violence qui s'ensuit. Il y a certains slogans qui m'ont semblé être France dégage, Auchan dégage, etc., qui du point de vue symbolique sont très violents. Et l'occasion a été donnée à certains de traduire ces slogans-là dans les faits, dans le cadre d'une violence purement politique. Mais également, dire de l'autre côté, dire que oui, ce qui s'est passé, c'est une affaire purement privée, que l'État n'a absolument rien à voir. Certains également l'ont vécu comme étant des faits de violence. Donc je pense que des deux côtés, la responsabilité des acteurs politiques, c'est d'abord la responsabilité de leur discours et de leurs slogans politiques. Et de leur discours et de leurs slogans politiques. Et il n'était pas rare d'entendre durant la semaine dernière, d'entendre des jeunes crier Auchan dégage, France dégage. Je pense que si c'est bien d'appeler au calme, mais il faut mettre les acteurs politiques devant la responsabilité de leur discours politique. Comment mon discours politique peut engager ma responsabilité du fait justement de violences qui ont été constatées et qui ont été inspirées par des agissements d'hommes politiques, des non-agissements également d'hommes politiques, des actions ou des abstentions d'hommes politiques. Et ça, de tous les deux côtés, je pense que si nous devons bâtir une démocratie mature, un état de droit mature, chacun doit, du point de vue des symboles, chacun doit revoir sa position et éviter d'être, ne serait-ce que dans la violence symbolique et dans la violence verbale. Ça, c'est sur la forme. Sur la forme. Sur le fond, Jean-Louis Correa, et bien sur le fond, qu'avons-nous constaté? Cas d'école, cas pratique, vous êtes professeur d'université, deux discours. Avant les deux discours, je veux parler du discours du chef de l'État, le président Macky Sall, et celui de Ousmane Sonko. Avant, il y a le discours du ministre de l'Intérieur. Je pense que le ministre de l'Intérieur, beaucoup l'ont constaté.
son discours dans ce contexte-là n'était pas le meilleur discours à tenir. Je pense que lorsqu'un pays est sur le fil du rasoir, il y a un discours plus apaisé, plus apaisant qu'il faut tenir. J'ai eu l'impression, et beaucoup l'ont dit avant moi, de voir un procureur qui faisait des réquisitions. Et ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Il y a des mots qui ont été utilisés. Lui seul sait pourquoi il les a utilisés. Je pense à terroriste. Je ne peux pas penser un seul instant qu'en utilisant ce mot, le ministre de l'Intérieur s'adressait aux jeunes qui étaient dans la rue. Je ne pense pas. Peut-être qu'il a des informations que nous n'avons pas, mais je ne peux pas penser qu'une certaine lecture des événements les ait conduits à utiliser ce mot contre les jeunes Sénégalais. À tort ou à raison. Je ne pense pas qu'on puisse ici dire terroriste. On peut trouver beaucoup de qualificatifs, on peut trouver beaucoup de fondements à ce qui s'est passé, mais je ne pense pas qu'il y ait eu du terrorisme. Maintenant, il y a ce que je disais tout à l'heure, il y a des limites à trouver dans la violence. La violence, quelle limite dans les discours pour que les positions ne soient pas extrêmes. Parce que les positions extrêmes peuvent après être qualifiées de terroristes, ne serait-ce qu'un terrorisme intellectuel. Donc, à revenir maintenant sur votre question. Beaucoup de Sénégalais ont exhorté le président de la République à prendre la parole. Cela nous aurait évité le deuxième jour d'émeute qui était très violent, où malheureusement beaucoup de jeunes Sénégalais ont perdu la vie. Et j'en profite pour m'incliner sur la mémoire de toutes ces... C'est pénible. C'est très pénible, c'est très pénible. Parce que nous sommes chez nous, nous sommes entourés de nos enfants, de notre famille, etc. Toutes ces personnes qui prennent la parole dans les médias, tous ces acteurs-là, ils ont bien leurs enfants et leurs familles. Ce sont les enfants, malheureusement, des autres qui, justement, sont sacrifiés dans des événements pareils. Donc, il faut vraiment dire, il ne faut plus qu'on en arrive à des situations pareilles. Mais je disais que le président de la République, on l'a exhorté à prendre la parole. Parce qu'il devait prendre la parole. Il est le président de la République. Impératif catégorique. C'est catégorique. Il devait prendre la parole. Il devait prendre la parole pour apaiser la situation. Il devait prendre la parole pour dire aux Sénégalais, je vous ai compris, je vous ai entendu, et c'est ce qu'il a fait. Le président de la République, c'est que l'on attendait de lui en tant que président de la République, en tant que chef de toutes les institutions, il devait prendre la parole. En tant que père de la nation. En tant que père de la nation et père de famille, il devait prendre la parole. Et je pense qu'il l'a fait. Peut-être qu'on peut disserter sur il aurait dû le faire la veille, il aurait dû le faire, mais il l'a fait. Du côté également de l'opposition, je pense que Ousmane Sonko est resté dans son rôle d'opposant. Dans ses habits. Voilà, dans ses habits d'opposant. C'est un opposant qui est sorti renforcé d'une situation politique, d'un rapport de force politique. Lui également, il était dans son rôle d'opposant. Je pense que de ce point de vue, chacun était dans son rôle, chacun a fait ce qu'il devait faire. Le président de la République, c'est lui qui a, en tant que chef de l'État, qui a la force publique, qui a les forces de défense, les forces de sécurité. C'est à lui d'appeler au calme, d'appeler à l'apaisement. Et je pense que ce à quoi on assiste depuis quelques jours, c'est une grande accalmie de par tous le les fait côtés. aussi de médiateurs, de C'est important. personnes tapis dans l'ombre et qui ont joué la carte de la médiation. Je trouve que c'est extrêmement important et c'est l'occasion de remercier. À un moment donné, il a été question de nous interroger sur ce que sont devenus justement ces régulateurs. Sociaux. Donc, je trouve que la particularité de la démocratie sénégalaise, c'est qu'elle sait jusqu'où elle peut aller loin dans justement les soubresauts et les bouleversements qui peuvent inquiéter beaucoup de gens. J'ai reçu beaucoup de messages de collègues, d'amis de pays africains, des fois des messages par moments sarcastiques qui disaient oui, mais est-ce que le Sénégal, vitrine de la démocratie en Afrique de l'Ouest, serait-il en train de vaciller, de tomber? Et j'ai toujours dit que le modèle démocratique sénégalais connaît, comme tout organisme, des soubresauts. Assez pénibles. Par moment. On a comme ça des marqueurs temporels où on peut identifier
signifié de grands soubresauts. Mais la particularité de la démocratie sénégalaise, comme je disais, et je l'emprunte à Cocteau, c'est justement qui disait le tact dans l'audace, c'est de savoir jusqu'où on peut aller loin. Et ici, l'audace, si j'ai pu dire, c'est les gens savent jusqu'où ils peuvent aller loin. De ne pas dépasser cette ligne rouge. Le professeur Mamadou Diouf de Columbia le disait, cette spécificité sénégalaise quand même, et qui est constatée et notée. La difficulté, c'est qu'on a 10 morts, 12, 13 morts. Ce n'est pas bon. Pour une démocratie, on ne doit pas en arriver à ce niveau-là. On doit pouvoir débattre calmement. Par moments, des gens vont lancer des pierres, des forces de... Ça fait partie de l'expression démocratique. Mais il y a une limite à ne pas franchir. Et tous les régulateurs sociaux qui sont sortis, je dis souvent à mes étudiants, je leur dis, on nous apprend que les institutions de la République, c'est le président de la République, l'Assemblée nationale, les cours et tribunaux, etc. Je reste convaincu que le Khalife général des Mourides est une institution. Le Khalife général des Tidjanes est une institution. L'évêque est une institution. Ce sont des institutions, pourquoi? Parce que la société attend une mission et un rôle d'eux. Parce que la société leur assigne une mission, un rôle et une responsabilité. Et ce sont ces mêmes missions et responsabilités que l'on confie à l'armée nationale, que l'on confie aux cours et tribunaux. Donc, ces khalifs-là, ces hommes religieux, ces autorités coutumières-là, mais ce sont des institutions sociales. Et en tant qu'institutions sociales, elles doivent jouer leur rôle. Qu'elle soit critiquable, jusqu'à légiférer. Pourquoi pas? Pourquoi pas? L'un de vos confrères, pour ne pas le nommer, Madiambal Diagne, nous a fait l'honneur de nous critiquer dans son journal suite au manifeste. Il disait, je ne comprends pas que ces universitaires-là, et beaucoup de juristes parmi eux, puissent préférer la parole donnée à la rigueur, à la loi, à la rigueur de la loi, et je ne peux pas le comprendre. On se place dans un contexte africain. Dans nos contextes africains, le respect de la parole donnée est fondamental. C'est fondamental. Les rapports humains, les relations humaines sont fondamentales. Et en tant qu'universitaire africain, je pense qu'il est important que des normes comme les normes juridiques soient des normes contextualisées. Si je le dis, mes collègues sociologues et anthropologues seront très d'accord avec moi. Mais qu'en est-il de vos collègues juristes? Chez les juristes, il y a différentes écoles. Par exemple, ceux comme nous qui sommes un peu plus civilistes, on est plus enclin à aller écouter ce que dit la sociologie, parce que le cœur de la société, comme disait le sociologue, on ne gouverne pas par décret. On ne gouverne pas par décret. Donc, il faut écouter ce que la population dit. Et sur ce terrain-là, je pense que c'est important que pour déterminer les institutions, qu'on fasse jouer un rôle. De toute façon, ces institutions sociales-là, coutumières et religieuses, si on les appelle, elles viendront jouer le rôle. Si on ne les appelle pas, elles joueront le rôle. Et je pense que c'est ancré et ça fait partie des régulateurs de la démocratie sénégalaise. Qu'on puisse les critiquer par moments ou d'autres, c'est tout à fait normal. Personne n'est parfait. Mais on doit dire au crédit de la démocratie sénégalaise que nous avons des régulateurs sociaux qui peuvent à un certain moment prendre le sifflet et dire écoutez, c'est la fin de la récréation, tout le monde en classe et on arrête. Et apparemment, c'est ce qui a été servi puisqu'il a été décidé une marche ce samedi et finalement, grâce à l'intermédiaire du Khalife général des Mourides, cette marche a été suspendue. Je trouve que c'est une très bonne chose. Dans le climat actuel, les acteurs politiques doivent s'asseoir. Ils doivent s'asseoir autour d'une table et discuter des points qui peuvent faire avancer la démocratie sénégalaise. Je ne pense pas que le rapport de force puisse continuer sur le terrain dehors. Maintenant, mais justement, c'est ce à quoi nous assistons finalement, Jean-Luc Correa. Finalement, on a des institutions qui peuvent abriter des débats de cette nature. Quelque part, soit de notre système démocratique, en tout cas, il y a fatigue. Mais Bayobar, nos institutions, malheureusement, sont piégées. Sont piégés encore une fois, par l'appareil politique. Nos institutions ne jouent pas le rôle qu'elles devraient fondamentalement jouer. Donc, parce qu'elles sont piégées, ces institutions se font déborder par d'autres institutions coutumières, religieuses, etc. Mais le rôle fondamental que l'Assemblée nationale aurait pu jouer
au-delà de clans pour ou contre un tel, ce rôle fondamental-là n'est pas joué par l'Assemblée nationale, malheureusement. Le Conseil économique, social et environnemental, le rôle qu'il aurait pu jouer, il ne le joue pas dans ce... Ce sont des institutions qui servent fondamentalement à caser un personnel politique. Mais dans le jeu démocratique, le rôle que l'on assigne à l'Assemblée nationale, de contrôle de l'action gouvernementale, d'assainissement des rapports et de jouer un peu à une forme de police parlementaire, l'Assemblée nationale dans nos pays ne le joue pas. Et donc malheureusement, parce que l'Assemblée ne joue pas ce rôle, l'Assemblée est débordée par d'autres acteurs, par d'autres institutions et acteurs à qui on donne plus de crédit pour justement apaiser, jouer la médiation, etc. Alors Jean-Louis Correa, dites-nous, oui, on a vu qu'ils étaient au devant de la scène, je veux parler de cette jeunesse. On a parlé également de crise sociale, aggravée par le contexte, je veux parler de la Covid-19. Est-ce que selon vous, vous avez été plus loin que ces causes qui apparemment sont justement manifestes pour justifier ce qui s'est produit et donner comme conséquence ces émeutes? Je pense que la cause fondamentale, on ne le dit pas suffisamment, mais c'est que nous sommes en train de vivre une véritable révolution, c'est la révolution numérique. Et cette révolution numérique-là donne à la jeunesse une conscience peut-être différente des jeunesses des années 1968, etc. Quelle est la différence? La différence fondamentale pour moi, c'est que la jeunesse de 68, bien qu'elle revendiquait plus de liberté, plus d'autonomie, etc., se voyait moins que cette jeunesse comme étant le centre du monde, le départ, l'alpha et l'oméga de tout. Je pense que l'avènement du Web 2.0, tout ce qui est les réseaux sociaux, les médias sociaux, ont entraîné un sentiment d'individuation plus important des jeunes. C'est-à-dire, les jeunes sont encore plus égocentrés que les jeunes d'avant. Oui. Pourquoi? Parce que chacun a son smartphone, chacun a son ordinateur, peut se montrer, a le droit à la parole, va dire ce qu'il pense. Vous allez faire un tweet en 100 et quelques caractères et vous allez penser que parce que vous avez fait 100 et quelques caractères, que vous allez en fait confondre vos idées avec une pensée. Chacun a une pensée maintenant. Et donc je pense que les gouvernants actuels doivent prendre conscience que la jeunesse de maintenant est totalement différente des autres. Je suis beaucoup Twitter, je regarde beaucoup ce qui se passe, mais j'ai l'impression par moment que les jeunes qui sont sur Twitter avec un hashtag comme Free Sénégal, etc., sont des jeunes qui ont une ambition de déclencher une révolution, une véritable révolution à partir des réseaux sociaux. Oui. Et où l'on constate que la vie virtuelle pense prendre le pas sur la vie réelle. Oui. Et il faut qu'on fasse très attention à ça parce que beaucoup d'évolutions peuvent s'en suivre, notamment créer des mouvements de la société civile pour défendre l'état de droit, la démocratie, etc. Et après, ça peut aller jusqu'à des partis politiques, etc. Donc, il y a une obligation pour les autorités publiques, le gouvernement, non pas de restreindre la liberté d'expression sur les réseaux sociaux, mais il y a une obligation. Mais pas de régulation? De régulation, c'est ce que j'allais dire. Oui. Il y a des contenus haineux, il y a des contenus discriminatoires, il y a des contenus injurieux. Il faut que l'on puisse organiser tout cela en y associant avec les acteurs. Voilà, en y associant les acteurs pour que avec leur aide, qu'on puisse assurer la police des réseaux sociaux. C'est ça. Et tant qu'on n'arrivera pas à ce niveau-là d'inclusion dans la gestion de la police des réseaux et des médias sociaux, je pense que les gouvernements, surtout dans les pays comme les nôtres, où la proportion de jeunes est autrement plus importante, il faut que les gouvernements prennent ce problème-là à bras le corps. Sinon, les insurrections que nous avons vues la fois dernière vont se multiplier et
des leaders politiques peuvent justement s'appuyer sur cette force énorme qui peut par moments être une force de nuisance terrible pour justement perturber. Parce qu'on avait constaté, Jean-Luc Correa, qu'auparavant, dans des élections, qu'il y avait un pourcentage de non-inscrits ou bien de non-votants. Est-ce que vous avez l'impression que ce pourcentage qui n'était pas moindre aujourd'hui s'est transformé justement et ce pourcentage a utilisé justement le numérique comme moteur de leur action? On ne peut pas le dire. La seule mesure de l'électorat, c'est la dernière élection présidentielle. Il en est sorti, Macky Sall, président de la République. Avec un taux de participation qui avoisine les 62%. Les 62%. Oui. C'est la seule mesure. On ne sait pas, est-ce que tout le bruit que l'on entend sur Twitter, sur Facebook, etc., est-ce qu'on peut le traduire d'un point de vue électoral? Personne ne le sait. Moi, j'aurais été opposant, j'aurais essayé de traduire cela en vote réel dans les urnes. Mais ça, personne ne le sait. Et la particularité, moi j'ai l'impression qu'il y a deux mondes. Il y a un monde réel des gens qui peut-être ne s'intéressent pas trop à ça, ne cherchent pas à influencer comme on dit maintenant, et un monde de gens de plus en plus nombreux, des jeunes, qui pensent qu'à partir de leur terminal, de leur smartphone, de leur ordinateur, peuvent changer la marche du monde. Ou contribuer. Et donc, nos gouvernants doivent faire attention. On doit veiller à la formation des jeunes. Voilà. On doit veiller à la formation des jeunes. En tout cas, ils se sont exprimés, ils ont exprimé en tout cas leurs mots à travers ces manifestations. Et pourtant, beaucoup disent que oui, c'est un peu la pauvreté, c'est un peu la crise sociale avec la Covid-19. Mais vous parlez de révolution numérique. En fait, nos jeunes ne rêvent plus. Nos jeunes ne rêvent plus. Vous entrez dans les maisons, vous les voyez tous scotchés devant un appareil. Ils ne rêvent plus. Ils voient ce que font les autres avec beaucoup d'admiration, mais dans les limites de notre pays, nos jeunes ne rêvent plus. Leur avenir, ils ne le voient pas radieux. Pourquoi? Parce que Baye Omar, si vous vous rendez compte, depuis que le Sénégal est indépendant, du président Léopold Sédar Senghor au président Macky Sall, c'est la même classe politique qui dirige le Sénégal. C'est un mouvement de vase communicant. On sort de telle boîte pour entrer dans telle boîte. C'est les enfants d'eux, les fils d'eux, les parents d'eux. C'est exactement le même personnel politique qui gère ce pays. Vous prenez la question foncière, c'est un scandale. Au Sénégal, vous avez peut-être en 2015, vous aviez 155 000 titres fonciers au Sénégal. Tout le reste, c'est du domaine national. Vous avez beaucoup de mal à trouver un logement. Je ne dis pas un logement, un titre à Dakar. Vous ne pouvez pas. Mais est-ce que vous vous êtes posé cette question? En tout cas, on n'y comprend pas grand-chose. On donne du terrain à quelqu'un ou bien une parcelle à quelqu'un pour le revendre après. Mais ça, c'est un scandale dans ce pays. C'est l'un des scandales. C'est l'un des scandales. Oui. Vous voyez ceux qui sont au pouvoir. Mais regardez la cité Keur Gorgui. Ce sont des gens proches du régime, etc., qui ont pu s'accaparer des terres. Pour l'essentiel. Ou bien ceux qui ont eu, c'est quelqu'un qui leur a vendu parce que lui, pour l'essentiel, c'est cela. Les jeunes de maintenant, ils auront un terrain où le jour où ils voudront construire, s'ils ne sont d'aucun parti, s'ils ne sont le fils de personne, ils vont construire où une maison? Pourtant, ils arrivent à décrocher un boulot tardivement. Ils arrivent, mais c'est ce qu'on appelle dans les pays européens. Il n'y a pas possibilité d'épargner. Et après, c'est la précarité. C'est ce qu'on appelle les working poor. C'est des travailleurs pauvres. Vous avez 200 000, vous avez 300 000, mais vous avez le crédit de la voiture, vous avez l'appartement à payer. Quand est-ce que vous aurez une maison? On a un domaine qu'on appelle le domaine national. Il y a une commission qui se charge de la réforme foncière, qui n'est arrivée à aucun résultat tangible. Pendant ce temps, il suffit que vous soyez dans le parti, vous aurez un terrain dans Dakar intramuros. Dans Dakar intramuros. Donc, vous voyez, si la situation du foncier n'était pas de ce type-là, mais le gouvernement aurait fait tous les efforts
pour régler définitivement la question foncière. Et le président Macky Sall avait promis de régler cette question. Jusqu'à présent, cette question n'est pas réglée. Et les gens, vous allez en banlieue, les gens s'entassent dans de petites ruelles, dans de petites maisons. Vous allez à la Médina, tout le monde le soir est obligé d'être dehors parce qu'il y a de l'espace, mais vous n'avez pas le titre. Si vous allez à Sangalkam, vous allez à Kerndiaïlo, etc., on va vous donner une délibération. Vous ne pourrez pas aller voir la banque pour faire un crédit. Du tout. Eux, ils n'ont pas besoin de ça. Parce que vous êtes ministre, vous êtes gouverneur, vous êtes tel. On va vous donner une maison. On va vous déclasser les terres de l'aéroport pour vous en donner. Et c'est cela les injustices dont les jeunes parlent. Et tant que le gouvernement ne pourra pas mettre le doigt et s'engager résolument à régler ces problèmes, il ne sera jamais aucun homme politique, même Ousmane Sonko qui prétend arriver au pouvoir. Clair. Mais est-ce que selon vous, Jean-Louis Correa, ceux qui sont sortis ou ces émeutes, ces manifestations, c'est la somme de toutes ces frustrations? Oui. Parce qu'elle était violente, la réaction quand même de cette jeunesse. Je pense. C'est à la hauteur des violences subies. Je pense qu'au début, les gens regardaient en spectateur une affaire que certains ont présentée comme privée entre Ousmane Sonko et Adji Sarr. La grande précipitation du parquet, les maladresses, tout ce qui a été fait a été considéré par une grande majorité de Sénégalais comme l'acharnement d'un pouvoir contre un homme politique. Et beaucoup de jeunes, et je dirais des gens, ont été meurtris ou sont sortis parce qu'ils pensaient que quelqu'un qui était nanti de sa force, qui avait tous les pouvoirs, était en train justement de chercher à abattre quelqu'un. Et c'est ça la grosse difficulté. Donc ce n'est pas en tant que tel l'affaire Ousmane Sonko Adji Sarr, mais c'est, comme qui dirait, une goutte d'eau qui fait déborder un vase. Et les gens étaient dans une forme d'exutoire où on disait que trop c'est trop. Il faut qu'on arrête de chercher à manipuler les institutions, manipuler les règles sociales. De toute façon, c'est tout pour eux et rien pour nous. C'est finalement une question de gouvernance. C'est une question de gouvernance. À plusieurs titres. C'est une question de gouvernance et malheureusement, c'est pourquoi je trouve très maladroite la sortie du ministre de l'Intérieur et même du ministre de la Justice qui parle de lutteurs, etc. C'est très maladroit. Je pense que la sortie la plus équilibrée, c'est la sortie du président de la République, qui a été vraiment à la hauteur de sa mission et qui a dit j'ai écouté et surtout j'ai entendu. J'ai entendu. Maintenant, quand vous dites j'ai entendu et qu'après vous recevez également les jeunesses du maire, du je ne sais pas quoi, les mouvements de jeunes du parti, ça pose problème. On ne peut pas, dans un contexte pareil, dire nous allons recevoir les jeunesses de notre parti, etc. Ce ne sont pas ces jeunes-là qui sont sortis dans la rue. Ce ne sont pas Il faut que ça transcende les clivages, les catégories, etc. C'est leur travail, c'est à eux de voir comment aller voir les jeunes qu'il faut aller voir, comment être dans des critères objectifs, parce que vous voyez, Bayomar, il y a beaucoup de financements qui sont faits par l'État du Sénégal, d'air, empêche, etc. Beaucoup de milliards. Mais par moment, vous interrogez le personnel qui a reçu ce financement, vous vous rendrez compte qu'ils ne sont pas loin du parti au pouvoir. Et sur ces questions-là également, de justice et d'équité, il faut que le gouvernement fasse très très attention. Alors, pour rappeler à nos auditeurs, c'est Jean-Louis Correa, notre invité. Jean-Louis Correa, oui, finalement, vous avez parlé de la posture incarnée par le chef de l'État. Vous avez parlé du ministre de l'Intérieur, du ministre de la Justice, mais vous avez parlé également de l'attitude d'Ousmane Sonko, qui est revenu pour dire oui, on a interdit les violences, les casses, mais la demande pour la mobilisation continue. Quelle réflexion cela vous inspire? Moi, je trouve que Ousmane Sonko est dans son rôle d'opposant. Oui. Voilà, c'est un opposant, comme je dis, qui estime qu'il a acquis un gain politique et qui cherche à maximiser le gain politique. Est-ce que le rapport de force lui est devenu favorable? Je pense que le rapport de force, pour le moment, lui est devenu favorable. Par contre, il ne faut pas, quand vous avez une corde,
il faut pas tirer trop sur la corde, elle risque de se casser. Il est très surveillé désormais. Voilà, comme les sociologues le disent, il est un peu dans une zone d'incertitude. Voilà, et il faut faire très attention à ne pas que... Il faut qu'il manœuvre. Qu'il manœuvre pour ne pas dépasser les limites, pour ne pas dépasser les bornes. Parce que toute démocratie est bornée. Et la responsabilité de l'opposition actuellement, de Ousmane Sonko, c'est de voir comment capitaliser sans entrer dans les excès, sans entrer dans la violence. Je reviens encore une fois sur la nécessité de la gestion et la responsabilité du discours politique, de l'absence ou d'extrémisme dans le discours politique. Voilà. Le discours, pour moi, il doit revenir à des proportions plus je ne vais pas utiliser le mot, mais en tout cas à des proportions plus raisonnables, plus conformes à ce que, voilà, plus mesurées que ce qu'un jeu démocratique implique dans un pays tel que le Sénégal. Alors, oui, vous avez publié un article également, conformément à votre mission d'universitaire, la sonkoisation des esprits. Qu'en est-il aujourd'hui? Vous avez même fait allusion à Mamadou Dia dans votre texte. Finalement, à quoi est-ce lié ce phénomène qui s'apparente aujourd'hui à de la sonkoisation? En fait, je disais tout à l'heure que les jeunes ne rêvaient pas. Oui. Mais les jeunes ont également besoin de héros. Oui. Les jeunes ont besoin de figures qui leur permettent d'envisager l'avenir autrement. Et qu'on le veuille ou pas, Ousmane Sonko représente pour beaucoup de jeunes ce que Abdoulaye Wade a représenté à un moment pour beaucoup de jeunes au Sénégal. Donc il voit en lui un héros qui est une personnalité hors système, pour ne pas dire anti-système. Et quand on a 20, 25 ans, 30 ans, on est souvent très anticonformiste, très anti-système. Et ce sont des jeunes entre 18 ans, 35 ans jusqu'à 42 ans, qui manquent de référence. Qui manquent de référence. Qui ne connaissent pas Abdoulaye Wade. Qui ne connaissent pas Abdoulaye Wade. Qui ne connaissent pas Landing Savané, qui ne connaissent pas Bathily. C'est très vieux pour eux. Eux, celui qu'ils connaissent, c'est lié à leur temps. Oui. Et donc, il est porteur d'un discours anti-système, anticonformiste. Donc, mais ce discours-là, par moment, comme je le dis dans le texte, est fait peut-être pas à volonté, mais est fait de raccourcis. Les raccourcis, c'est quoi? C'est par exemple, beaucoup de jeunes, quand vous les entendez, ils vous disent, si on avait eu Mamadou Dia à la place de Senghor, le Sénégal ne serait pas à ce niveau-là, qu'on aurait dépassé ce niveau-là. Beaucoup d'autres vous disent, oui, mais Senghor était un Français, c'est les Français qui l'ont installé à la tête du Sénégal. À la place, on aurait dû installer Mamadou Dia. C'est une méconnaissance de l'histoire du Sénégal. C'est une méconnaissance de la force et de la puissance des acteurs au moment où on allait à l'indépendance. Et donc, il y a de ce point de vue de l'histoire du Sénégal, de l'économie du Sénégal, de ce que le Sénégal aurait pu être si on avait changé un ou deux acteurs, il y a beaucoup de raccourcis qui se font. Et sur cette question-là, j'appelle ça un peu une sonkoisation des esprits. Ce n'est pas le fait de Ousmane Sonko. Moi, la personnalité. C'est pas la personne de Ousmane Sonko qui m'intéresse. C'est la vision. Oui. Mais cette vision-là, elle doit être corrélée à un contexte. C'est le contexte du numérique. Voilà, qui fait qu'en petit caractère, on va parler, qui fait qu'on va faire un post sur Facebook, qui fait que chacun va dire « Ah oui, mais Mamadou Dia, etc. » Et je dis dans ce texte, il faut lire. Il ne faut pas être adepte du prêt-à-penser. Il ne faut pas être adepte du prêt-à-penser. Il ne faut pas penser par procuration. Parce que Bayo Margueil a dit telle chose, je le trouve sympathique, je vais le reprendre. Mais en le disant, il a lu quoi, il a appris quoi, il m'apprend quoi, etc. Et donc, il y a beaucoup de raccourcis. Et ces raccourcis-là, souvent pour le jeu démocratique, ce n'est pas bon. Et j'ai vu que beaucoup de partis font des efforts pour avoir des écoles de partis, etc. Il faut former les jeunes. Sinon... Mais former les jeunes, c'est quoi? C'est justement leur traduire une certaine pensée à développer ou quoi finalement? Certaines pensées sont périssables. Certaines pensées sont périssables parce que, arrivé à un certain âge, chacun va aller voir par soi-même. Nous avons tous été à un certain moment de notre âge pro-tel, anti-tel. Mais
en grandissant, en lisant, en nous faisant notre propre expérience, notre propre vécu. Et c'est à ça que j'appelle les jeunes. Allez vous faire votre propre expérience. Ne pensez pas à telle chose parce que Baye Omar a dit telle chose. Ne dites pas telle chose parce que tel l'a dit. Allez voir par vous-même, allez vérifier par vous-même et après faites-vous votre propre opinion, votre propre religion. Et malheureusement, il y a beaucoup... Oui, et là, vous pensez à Senghor dans l'assimilation, se convertir au semblable, mais dans l'assimilation plus loin, vous développez l'estime de soi. Oui, il faut l'estime de soi, c'est important. Vous voyez, quand je parle de violence du discours politique, il y a un principe de réalité. Le principe de réalité, c'est quoi? C'est de dire que le Sénégal doit résolument se départir d'une trop grande présence française au Sénégal. On est tous d'accord sur ça. Nous devons multiplier nos partenariats et nos partenaires. Nous devons les multiplier. Par contre, d'égal à égal. D'égal à égal. Par contre, le dégagisme n'est pas un projet de société. On ne peut pas dire dégage comme projet de société. S'agit-il de slogan tout simplement? Oui, mais quand le slogan en vient à remplir la tête des gens, où l'on pense que par la violence, on peut faire partir des gens, on peut mettre fin à des investissements, etc. Non. Le dégagisme n'est pas un projet de société. Quel projet de société? Et c'est autour de ça que les acteurs doivent discuter. Oui. Quel est le projet de société? Est-ce qu'on va faire diversifier? Le président Abdoulaye Wade a essayé durant son mandat de trouver cet équilibre. Tout le monde sait ce que le président Abdoulaye Wade pense de la France. Il a diversifié les partenariats au Sénégal. Je pense que les équilibres qu'on a trouvés sont des équilibres autour de ça. Comment avoir un projet politique qui soit un projet politique équilibré, qui ne soit pas un projet politique extrême. Parce que on n'est plus à l'époque des extrêmes. Il faut trouver des projets de société qui soient des projets de société équilibrés. Alors, du point de vue revendicatif, vous avez suivi aussi la plateforme de l'opposition qui exige des élections à date échue, mais qui exige également un état de droit réel. Justement l'autorisation des manifestations, entre autres, mais surtout et surtout libérer les détenus politiques. Alors, oui, justement, ça c'est le suivi dans la plateforme revendicative. Vous en pensez quoi? Je pense qu'il y a deux choses. Plus de paix. Il ne faut pas faire la paix pour faire la paix, c'est vrai, mais quand même, il est important, dans un contexte pareil, d'apaiser. Je ne sais pas ce qui se passe dans le dossier de Guy Marius Sagna, etc. Mais en tout cas, si pour apaiser... Birame Souleye. Oui, Birame Souleye, voilà, je suis touché à titre personnel parce que Birame Souleye, c'est un ami, nous avons fait nos études ensemble, etc. Donc c'est très personnel ce que je dis là, je ne sais pas ce qu'il y a dans son dossier, mais c'est très personnel. Mais ça, c'est des cadres vraiment qui, oui. du point de vue de la démocratie, contribuent, ne serait-ce qu'à ce niveau. C'est ça, là. Le cas de Birame Souleye me pose encore plus problème, parce qu'un haut fonctionnaire comme ça, que l'on puisse le prendre, le mettre en prison de cette façon, c'est très gênant. C'est exagéré, c'est exagéré. Oui, c'est bon. Maintenant, je ne sais pas maintenant qu'est-ce qu'on lui reproche. Voilà, mais là, c'est un sentiment purement personnel. De la même façon que Guy Marius Sagna et tous les autres, il faut que l'État s'engage dans une voie d'apaisement en voyant ce qui est possible d'être fait, en tout cas juridiquement, de façon comme le président l'a dit, il a sous son contrôle le maître des poursuites. Donc le président peut demander au maître des poursuites de mettre fin justement aux poursuites contre ces personnes-là, Birame Souleye, Diop, Guy Marius Sagna et tous les autres, pour voir justement comment contribuer à l'apaisement. Mais qu'intellectuel universitaire, faudrait-il clarifier ici et là cette problématique de 2024 liée à la posture qu'incarne le chef de l'État? Va-t-il prendre à ces élections ou non? Oui, selon vous, que faire? En fait, je dois dire sans embâche, très, très clairement, que le sort de ce pays
des élections, la quiétude des Sénégalais et des étrangers qui vivent dans ce pays, les entreprises, les investissements privés, tout cela dépend de la posture du président Macky Sall. Voilà, des élections. Je pense qu'il y a un effort d'apaisement, de clarification à faire par rapport à un éventuel troisième mandat. Les gens sont beaucoup sortis, certains pour Ousmane Sonko, etc., mais beaucoup sont sortis également pour cette question-là du troisième mandat. À titre personnel, je trouve que les questions sont très liées. La crispation que l'on a notée n'aurait pas existé si l'on savait que le président actuel de la République n'était en rien impliqué pour être candidat à l'élection présidentielle de 2024. Rien. Et on a vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, voilà. En Guinée. La suspicion existe qu'il veut se débarrasser d'un opposant parce qu'il n'a pas clarifié sa position sur son troisième mandat. Je dois dire que la Constitution du Sénégal, l'article 27, est on ne peut plus clair sur la question du mandat. L'alinéa 1er de 27 dit le mandat du président de la République est de 5 ans. L'alinéa 2 dit le président de la République, nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs. Si le premier alinéa parle de la durée 5 ans, le deuxième alinéa s'adresse à la personne en disant aucune personne, parce que nul, pronom indéfini ici, et c'est aucune personne. Ça, c'est l'agrégé des droits de la faculté des droits qui parle. Aucune personne ne peut faire plus de 2 mandats. Si tant est que Macky Sall est une personne, Macky Sall ne peut pas faire plus de 2 mandats. Et je pense que ça, c'est clair pour tout le monde. C'est clair également pour le président de la République. Peut-être qu'il estime que ce n'est pas encore le moment pour qu'il dise je ne suis pas candidat, pour éviter justement que ses collaborateurs se mettent à se chercher des refuges, des plans, des places, etc. Peut-être si on lui prête la bonne foi, mais en tout cas, il ne peut pas. Maintenant, il ne peut pas, mais il ne dit rien. Mais en même temps, on assiste, Baye Omar, à une grande bipolarisation de la scène politique sénégalaise. Nous avons un face-à-face maintenant entre Macky Sall et Ousmane Sonko. Par le fait, justement, de manipulation. Le jeu est clair maintenant. Le jeu est clair. De votre point de vue. Ah ben oui. À quelle fin? Le jeu est clair. Je ne sais pas à quelle fin. Je ne sais pas si les différentes manipulations qui ont eu lieu, les candidats qui ont été éliminés, ça et là, est-ce que cela, pour ceux à qui on prête ce type de tactique-là, je ne sais pas s'ils se rendaient compte qu'à un moment, ils auraient en face d'eux une bipolarisation aussi claire qu'on l'a en Angleterre. Regardez l'image qu'on a tous vue lors de la conférence de presse de Ousmane Sonko. C'est des leaders incontestables de l'opposition qui étaient derrière Ousmane Sonko. Derrière Ousmane Sonko. On ne peut pas dire aujourd'hui que Ousmane Sonko soit le chef de l'opposition. On ne peut pas le dire. Par contre, on peut dire sans hésitation qu'il est le leader de l'opposition. Il est le leader de l'opposition. Il assume un véritable leadership de toute l'opposition. Les gens étaient, même à l'image, étaient derrière lui. Donc, on a ce face-à-face-là entre le président de la République. Maintenant, je l'ai dit tout de suite, le président de la République ne peut pas faire un troisième mandat. Maintenant, tout ce qui se joue actuellement, est-ce que cela se joue parce que le président prépare quelqu'un d'autre? Peut-être qu'il prépare quelqu'un d'autre. Parce que là, on a parlé de remaniement en vue. Le remaniement me semble important. Parce que l'instrument qu'il a, qui est son gouvernement, pour lui permettre de mettre en œuvre sa politique, si les jeunes sont sortis dans la rue, c'est parce que l'instrument gouvernement qu'il a ne lui permet pas d'atteindre les objectifs de sa politique gouvernementale. Parce qu'il s'est posé un réel problème de politique à l'endroit des jeunes. À l'endroit des jeunes. Il y a beaucoup d'instruments qui existent. Il y a beaucoup d'argent qui ont été mis ça et là. Je parle de quelque chose que je connais. Vous prenez le 3FPT qui fait un excellent travail, qui finance beaucoup de gens, mais on a du mal à le matérialiser. Les instruments existent. Le ministère finalement, c'est ça le gros problème. Il y a tellement de matière, mais il n'y a pas de documentation, on ne matérialise pas au point que ça reste
C'est exactement s'il y a science en la matière, quoi. La même chose avec l'ADER. Oui. L'ADER a mis beaucoup d'argent. À titre personnel, je connais des jeunes qui ont bénéficié de l'appui de l'ADER et qui continuent à incuber, à monter leur entreprise. Mais il faut aller plus loin. Il faut aller voir comment adresser la question des jeunes des banlieues. Un vrai problème de pédagogie. C'est un vrai problème de pédagogie, et c'est un problème qu'il ne faut pas sous-estimer. Oui. Beaucoup de gens ont eu à dire, des sociologues, des anthropologues, en tout cas, beaucoup de gens ont dit attention à la banlieue de Dakar, c'est une poudrière. On l'a vécu. Malheureusement, il faut adresser cette question des banlieues, sinon ça risque justement un jour d'exploser. Pour rappeler à nos auditeurs que notre invité est un agrégé des facultés de droit. Il est le directeur du pôle sciences économiques, juridiques et de l'administration université virtuelle, oui, du Sénégal. Jean-Louis Correa, l'université virtuelle. Oui, que dire de cette université? Ce qu'il faut dire de cette université, c'est que c'est une université qui vient... vide ou... Absolument pas. Ah oui? Absolument pas. Oui. C'est une université qui est conforme à son temps. Oui. C'est une université qui règle énormément de problèmes pour les jeunes du Sénégal. Ça peut être une bonne solution. Ça peut être une bonne solution. Oui. Et je parlais tout à l'heure du génie sénégalais. Oui. L'université virtuelle du Sénégal est une université que vous n'allez pas voir dans un autre pays. C'est une idée de Maître Wade. C'est une idée de Maître Wade, oui. Qui avait à l'époque créé l'université virtuelle africaine. Mais tel qu'on connaît, qu'est-ce qu'elle est devenue aujourd'hui? Tel qu'on connaît l'UVS actuellement, c'est une idée du ministre Mary Teuw Niane, mise en œuvre dans le cadre du gouvernement du président Macky Sall. Donc l'UVS règle énormément de problèmes, et l'UVS est une institution qui vient à son heure. Et je parlais du génie sénégalais. Beaucoup de pays africains viennent justement au Sénégal pour copier, pour voir comment... C'est un modèle. Maintenant, ce modèle-là qui fonctionne comme nous sommes dans le domaine du numérique. C'est ça. Nous sommes dans le domaine du numérique. Et dans le domaine du numérique, vous-même vous le constatez avec votre connexion. Par moment, la connexion peut partir, etc. Et donc, ce qui fait que du point de vue du secteur dans lequel nous sommes confrontés à des défis. Défis technologiques, défis du nombre, etc. Mais nous avons à l'UVS une équipe de personnes très dévouées qui, depuis des années, est en collaboration avec les étudiants. Et moi, venant d'une université classique, l'université Ziguinchor, j'ai eu un peu de mal à m'adapter à ces jeunes-là du numérique de l'UVS. Très en avance. Très en avance, et surtout très autonomes. Et qui ont une relation à l'autorité qui est très différente de ce que l'on connaît ailleurs. Et c'est justement cela qui préfigure ce que l'on voit dans la rue. Les jeunes que j'ai connus à l'UVS, ça préfigure ce que l'on voit. Ce que l'on voit, c'est quoi? C'est des jeunes qui ont une autre relation à l'autorité. C'est des jeunes qui sont très autonomes, qui peuvent prendre en charge leurs propres difficultés. Et c'est des jeunes également qui sont capables d'apprendre par eux-mêmes, juste en leur montrant le chemin et en leur donnant. C'est un atout. C'est un atout. Oui. C'est un atout. Et donc, il y a toute une équipe dirigée par le professeur Moussalo qui fait un excellent travail et qui nous permet depuis quelques années de monter en puissance et de gagner en compréhension. Parce qu'au début, beaucoup de Sénégalais ne comprenaient pas. Mais maintenant, quand on le voit, quand on voit du moins la puissance des réseaux sociaux, les gens peuvent comprendre qu'avec cette puissance-là des réseaux sociaux, on peut utiliser la même puissance, les réseaux sociaux, les médias sociaux, en tout cas les TIC de façon générale, pour apprendre. Mais ça peut capter beaucoup et résoudre la problématique de l'employabilité quand même. Ah oui. Cette année, nous allons... C'est une poche... Nous avons reçu 25 000 étudiants. Nous étions déjà, je pense bien, à 30 000. Nous allons recevoir 25 000 étudiants dans beaucoup de régions du Sénégal. Avec l'accompagnement de l'État, on peut arriver à faire quelque chose. C'est pourquoi j'aimerais vraiment insister sur l'importance, dans un pays tel que le Sénégal, du maintien de l'État, du maintien des institutions qui sont là, qui nous ont permis, nous tous, vous et moi et tous, de fréquenter ces écoles, de fréquenter ces universités, et aujourd'hui d'être dans les positions où nous sommes pour rendre à ce pays, à ce Sénégal, ce qu'il a fait pour nous. Donc on a tous intérêt à ce que l'État, à ce que les institutions restent fortes,
à ce que les institutions restent debout pour continuer à prendre en charge les questions de développement. Mais si nous dévalorisons les institutions, si nous rendons moins forts ces institutions, etc., ce sera extrêmement difficile parce que dans beaucoup de pays, il n'y a plus d'État. L'État a disparu. Et heureusement, chez nous, il faut continuer à maintenir cet État. Il faut continuer à maintenir cet État. Quand vous parlez d'État, vous parlez des institutions, mais ce sont des institutions qui sont également incarnées par des hommes. Et c'est là où se pose la problématique du leadership. Ce leadership-là doit être manifesté, ce leadership doit être incarné au regard des enjeux qui se jouent présentement. Oui, pour quelle finalité finalement? Parce que c'est ça la question de la fin. La finalité, c'est prendre en charge les questions de développement du Sénégal. Quel personnel politique on doit avoir, quelle administration on doit avoir, quelle formation on doit assurer dans nos écoles et universités publiques et privées, mais également quelle formation on doit assurer à l'école primaire. Quel est le rôle de l'école primaire, de l'école de façon générale, dans la formation de nos enfants? Quel enfant, quel Sénégalais? C'est un gros sujet. Oui. Quel Sénégalais voulons-nous pour 2030, 2040, 2050. Je pense que... Oui, de façon subsidiaire, l'école, l'université sont devenus des réceptacles dans cette crise-là. Les enfants sont sortis des écoles pour justement occuper les rues, de la même manière que l'université a été le théâtre de violentes manifestations, que ce soit l'université de Saint-Louis, l'université de Dakar et même de Ziguinchor finalement. Comment expliquez-vous cela? Moi, je reste très attaché à la République. Oui. Je reste très attaché à la République. Pour ça, moi, l'école doit être une école républicaine. On doit y enseigner des valeurs républicaines. Et on doit ouvrir nos enfants au numérique. On doit les former au numérique. Je pense que en leur donnant ces valeurs-là républicaines, en leur donnant ces valeurs également morales et religieuses, c'est important. C'est extrêmement important. En leur donnant également ce bagage d'ouverture, on peut avoir des citoyens sénégalais qui soient très ancrés dans les valeurs et traditions sénégalaises, mais qui soient suffisamment ouverts sur le monde pour assurer la compétition avec le monde à venir. Malheureusement, par moments, on a l'impression que les Sénégalais sont trop, depuis quelque temps, on est trop introvertis et on se pense le centre du monde sans pour autant regarder ce qui se fait ailleurs. Et je pense que l'école, de façon générale, du niveau le plus bas jusqu'au niveau le plus élevé, doit être cet instrument qui va faire rêver les jeunes et qui va également les ouvrir au monde. C'est-à-dire quel sens on doit donner à l'école, quel sens on doit donner à nos universités. Mais par moments, malheureusement, on ne le voit pas. On ne le voit pas. Et vraiment, il est important pour qu'on puisse arriver à ces administration université virtuelle du Sénégal, mais surtout vous faites partie de ces 102 universitaires et certainement au sortir de cette émission, votre rôle sera beaucoup plus compris par rapport à votre mission en tant qu'universitaire. Merci beaucoup Jean-Luc Correa. C'est moi qui vous remercie, Bayomar. Merci. Mesdames et messieurs, ça en est tout. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dimanche prochain avec un autre invité. Merci également à l'équipe digitale, les techniciens qui nous ont aidés à la réalisation de cette émission. Merci, au revoir et à dimanche prochain. Merci.